Dès que mon mari a découvert qu'il allait toucher un héritage, il a annoncé « Fais tes valises. Je suis riche maintenant ». Il m'a mise à la porte et a demandé le divorce. J'ai tout signé calmement, mais au moment où l'avocat a lu le testament, il s'est agenouillé devant moi. Bienvenue sur la chaîne Twist of Destiny. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimerions le savoir. Nous espérons que vous apprécierez l'écoute de cette histoire captivante. Kasia s'est réveillée au son de son réveil à 5h30 du matin. Il faisait encore nuit noire dehors. Seuls les lampadaires projetaient une faible lueur sur la cour enneigée. Elle s'est étirée, essayant de ne pas réveiller Tavarius, et s'est glissée délicatement hors de la couette. Le froid lui a immédiatement picoté les pieds nus. Les radiateurs de leur appartement mal isolé de 2 pièces, situé dans le sud de la ville, chauffaient à peine. Dans la salle de bain, Kasia a regardé son reflet dans le miroir. 32 ans, mais elle en paraissait bien 40. Des cernes sous les yeux qu'aucun anti-cerne ne pouvait plus cacher. Les premières ridules autour de sa bouche, des cheveux qui avaient désespérément besoin d'une retouche et d'une nouvelle tresse. Mais elle n'avait ni le temps ni l'argent pour le salon de coiffure. Elle a passé une main sur son visage, l'a éclaboussé d'eau glacée et a commencé à se préparer pour le travail. Encore debout sitôt? La voix grincheuse de Tavarius flottait depuis la chambre. Je dois être au travail à 8 heures, Tav, répondit doucement Kasia, en enfilant un vieux pull à carreaux. Retourne te coucher. Comment suis-je censé me reposer avec tout ce raffut à l'aube? Il grommela, tournant son visage vers le mur. Kasia se mordit la lèvre. Autrefois, il y a 5 ans, lorsqu'ils ont emménagé ensemble, Tavarius se réveillait avec elle. Il la quittait avec un baiser, lui disait qu'elle était la plus belle femme du monde. Il lui préparait du café pendant qu'elle se préparait, embrassait le sommet de sa tête et promettait de préparer le dîner pour son retour. Mais maintenant, chaque mouvement qu'elle faisait semblait l'agacer. Dans la cuisine, elle prépara rapidement du café instantané et mangea une tranche de pain grillé au fromage en se tenant près du rebord de la fenêtre. Il n'y avait jamais de temps pour un vrai petit déjeuner. À 7 heures du matin, elle sortait déjà pour prendre le bus pour la clinique communautaire où elle travaillait comme administratrice à l'accueil. Le travail était fastidieux et monotone, répondre au téléphone, prendre les rendez-vous des patients, gérer les plaintes concernant l'assurance et les attitudes. Le salaire n'était pas élevé, environ $2800 par mois, mais il était régulier. Et en ce moment, c'était le seul argent qui rentrait réellement dans le foyer. Tavarius travaillait. Enfin, Kasia ne savait même pas comment appeler ça. Il essayait de lancer son propre empire depuis 3 ans maintenant. D'abord, c'était une boutique en ligne de compléments alimentaires, puis une agence de conseil, puis un service de réparation d'ordinateurs. Rien n'a jamais marché. L'argent qu'ils essayaient d'économiser pour des vacances, pour un nouveau réfrigérateur, pour des rénovations, tout allait dans son prochain grand projet. Et il n'y avait jamais de résultat. Le maximum qu'il rapportait était peut-être de 5 ou 6 cents par mois, et ce n'était même pas tous les mois. Je construis un avenir, disait-il chaque fois que Kasia demandait timidement si peut-être il devrait trouver un travail régulier de 9h à 17h, juste temporairement. Tu ne comprends pas comment les affaires fonctionnent, Kasia. Il faut investir. Il faut être patient. Regarde Gégil, regarde les grands magnats. Ils ont tous pris des risques. Et Kasia a enduré. Elle a pris un 2e emploi le soir. Après la clinique, elle faisait de la comptabilité à distance pour les petites entreprises. Elle restait assise devant l'ordinateur jusqu'à minuit, vérifiant les factures des autres et équilibrant les registres juste pour joindre les 2 bouts à la fin du mois, pour payer le loyer, la facture d'électricité, Internet, acheter de la nourriture et s'assurer que Tavarius avait du capital pour sa prochaine idée géniale. Ce boulot rapportait entre 1500 cents et $2000 de plus, selon le nombre de clients, parfois plus si elle avait de la chance. Le bus était en retard et Kasia a à peine réussi à arriver à l'heure pour le début de son service. Toute la journée s'est déroulée dans un flou de chaos, des téléphones qui sonnaient sans cesse, des patients mécontents, des médecins exigeants. Au déjeuner, elle avait un mal de tête carabiné, mais il était trop tôt pour rentrer chez elle. Après le travail, elle devait s'arrêter à l'épicerie, acheter de la nourriture pour le dîner, puis s'asseoir devant l'ordinateur. Elle avait une commande urgente en attente, un rapport financier à rendre pour demain soir. Elle est rentrée chez elle vers 21h. Ses bras lui faisaient mal à cause des sacs d'épicerie lourds.
Ses pieds étaient douloureux après être resté debout toute la journée. Tavarius était assis sur le canapé avec son ordinateur portable, en train de faire défiler quelque chose attentivement. Dans la cuisine, de la vaisselle sale du déjeuner était empilée dans l'évier. Des miettes étaient éparpillées sur la table avec une tasse de thé vide et un paquet de biscuits ouverts. Kasia enleva silencieusement son manteau, alla dans la cuisine et commença à faire la vaisselle. « Kay, tu pourrais au moins reprendre ton souffle d'abord », lança Tavarius sans lever les yeux de son écran. « Tu en fais toujours trop. Si je ne les lave pas, qui le fera ?» répondit-elle avec lassitude, en savonnant une assiette. « Mec, peu importe. Idéalement, tu les laves plus tard. La maison ne va pas s'écrouler en une nuit. » Kasia ne répondit pas. C'était inutile. Ils avaient l'habitude de préparer le dîner ensemble, de nettoyer ensemble, de faire des plans pour le week-end ensemble. Ils passaient des samedis entiers à l'aider à réorganiser le placard ou à peindre les murs. Maintenant, elle se sentait comme une femme de ménage dans sa propre maison. Elle finit la vaisselle, essuya la table, rangea les courses dans le réfrigérateur, puis fit chauffer des restes de soupe pour elle et s'assit. Tavarius entra dans la cuisine, se versa du thé de la bouilloire qu'elle avait fait bouillir ce matin, prit une pomme dans le bol et retourna sur le canapé. « Tav, allons quelque part ce dimanche », suggéra prudemment Kasia, en finissant sa soupe. « Peut-être juste une promenade dans le Millennium Park ou au bord du lac. Nous ne sommes pas allés nulle part ensemble depuis longtemps. Ça doit faire 3 mois maintenant. Z, mon esprit est aux affaires. » Il la repoussa d'un geste, les yeux rivés sur l'écran. « Je n'ai pas le temps pour les promenades en ce moment. Tu ne comprends pas ? Je suis dans une phase cruciale. Je suis sur le point de faire une percée majeure. Dion a trouvé un investisseur qui est prêt à mettre de l'argent dans notre projet. Je dois préparer le pitch deck, le business plan, et voilà que tu me parles de promenade. » Kasia se tut. Une percée majeure. Elle avait entendu ces mots des centaines de fois au cours des 3 dernières années. La percée n'est jamais venue. Juste un autre investisseur, un autre projet, un autre ensemble de promesses. Elle finit sa soupe, lava son bol et alla à l'ordinateur. Elle devait terminer les rapports pour 2 clients avant le matin. Elle s'assit au bureau dans le coin de leur petite chambre, alluma la lampe et s'enterra dans les chiffres. À travers le mur, la télévision hurlait. Tavarius avait mis le match. De temps en temps, il criait quelque chose, commentant le jeu. C'est ainsi que se déroulaient ses journées. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, travail, maison, travail, maison. Elle avait oublié la dernière fois qu'elle avait acheté quelque chose de nouveau pour elle-même. Ses jeans étaient usés aux genoux. Ses bottes avaient désespérément besoin d'être réparées. La semelle se décollait et ses pieds étaient mouillés dans la gadoue. Mais il n'y avait pas assez d'argent pour un nouveau manteau d'hiver. Tavarius avait demandé $1000 le mois dernier pour l'équipement de sa dernière entreprise, et elle n'avait pas pu dire non. Et Kasia remarqua comment Tavarius avait changé. Il avait commencé à la regarder avec un certain dédain, comme si elle était un fardeau, un obstacle, quelque chose qui l'empêchait de réussir. « Tu devrais vraiment t'inscrire à une salle de sport », dit-il un soir alors qu'elle se changeait pour se coucher. « Tu t'es vraiment laissé aller. Regarde-toi. » Kasia se figea, son t-shirt dans les mains. Elle resta là, dans son vieux soutien-gorge et le pantalon de survêtement qu'elle portait à la maison, le regardant, n'en croyant pas ses oreilles. « Tav, je suis juste fatiguée, dit-elle doucement. Je n'ai pas le temps pour la salle de sport. Je travaille de 8h du matin à minuit. Des excuses, balaya-t-il, en faisant défiler sa timeline sur son téléphone. Tout le monde trouve du temps s'il le veut. Regarde Chenise, la femme de Dion. Elle se maintient en forme. Salle de sport, ongles faits, toujours bien habillée. Et toi? Tu vois ce que je veux dire. Il ne finit pas, mais Kasia comprit parfaitement. Elle se glissa dans le lit, se tourna vers le mur et serra les poings sous les couvertures. Des larmes lui piquèrent la gorge, mais elle les retint. Elle n'allait pas pleurer. Elle était juste fatiguée. C'est tout. Demain était un nouveau jour. Nouveau travail, nouveaux soucis, et les larmes ne changeraient rien. Une semaine plus tard, c'était une situation similaire. Ils étaient dans la cuisine. Kasia préparait le dîner, faisait frire des galettes de hamburger et bouillait des pommes de terre. Tavarius faisait défiler un site sur sa tablette. Tu sais, Kay,
Les vraies femmes créent un environnement propice à la réussite de leur mari, dit-il soudainement. Prends la femme de Marc. Elle ne travaille pas du tout. Elle reste à la maison, cuisine, nettoie, et il gère les affaires en paix. Marcus a son propre cabinet qui gagne réellement de l'argent. Casia répondit avec lassitude, en retournant une galette. De quoi sommes-nous censés vivre si je ne travaille pas? Tu vois, c'est exactement pourquoi rien ne marche pour moi, s'emporta Tavarius. Parce que je dois penser aux factures, à ta fatigue due au travail, à ta misère. Je ne peux pas me concentrer. Tavarius, quoi? Si tu rapportais de l'argent réel, je pourrais me concentrer sur le développement. Mais au lieu de cela, c'est toujours nous n'en avons pas assez. Toujours à chipoter. Comment suis-je censé voir grand quand tu comptes chaque centime? Casia éteignit la cuisinière. Les galettes étaient cuites. Elle les transféra silencieusement dans une assiette et la posa sur la table. Tavarius en prit une bouchée. Trop de sel, grogna-t-il. Elle y goûta. Le sel était bon. Il cherchait juste la bagarre parce qu'il était en colère, parce qu'il lui reprochait ses échecs, parce qu'elle était la cible la plus facile. L'hiver passa et le printemps arriva. Casia continua à travailler à 2 emplois, continua à porter le poids de tout sur ses épaules. Tavarius devint plus froid et plus distant. Parfois, il ne rentrait pas du tout la nuit, prétendant qu'il restait chez son ami Dion pour discuter des plans d'affaires jusqu'à tard, donc il était plus facile de dormir là-bas. Casia ne posait pas de questions. Elle avait peur d'entendre la vérité, peur de découvrir qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre, qu'il ne vivait avec elle que par habitude, par commodité, un appartement gratuit, un dîner chaud, du linge propre. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a tout chamboulé. C'était un mardi soir ordinaire du mois de mai. Casia venait de rentrer du travail, avait mis une casserole de riz sur le feu et avait commencé à couper des légumes pour une salade. Tavarius était assis à sa place habituelle sur le canapé, mais cette fois, il ne regardait pas son ordinateur portable. Il était au téléphone. Il parlait doucement, mais il y avait une étrange excitation dans sa voix. « Ouais, j'ai compris, marmonna-t-il. Ouais, je serai là demain, c'est sûr. À quelle heure? 11h du matin. D'accord, je serai là. Merci de me l'avoir fait savoir. » Il raccrocha et resta immobile pendant quelques secondes, fixant un point sur le mur. Puis il se leva brusquement et fit les 100 pas dans la pièce, se frottant les mains. « Qu'est-ce qui s'est passé? » demanda Casia, regardant depuis la cuisine, un couteau à la main. Tavarius se retourna. Un étrange sourire jouait sur ses lèvres. Pas triste, pas lugubre, mais avide. « Grand-père est mort, dit-il. » Casia tressaillit. Le couteau faillit lui glisser des mains. Le grand-père de Tavarius, Eustace Vance, était très vieux. Il approchait les 90 ans si elle se souvenait bien. Il ne l'avait vu que quelques fois pendant toutes leurs années ensemble. Le vieil homme vivait à Indianapolis, à environ 3 heures de route. Il communiquait à peine avec ses proches, mais quand même. La mort. Tav, je suis tellement désolé, commença-t-elle, essuyant ses mains sur une serviette et s'approchant. Comment est-ce arrivé? Était-il malade? Désolé? Tavarius gloussa étrangement, et il n'y avait pas une once de chagrin dans ce son. Ouais, bien sûr. C'est triste. Il avait 88 ans, mais ce n'est pas le principal. L'avocat a appelé. Il s'avère que grand-père a laissé un testament, et je suis nommé dedans. Casia cligna des yeux, ne comprenant pas immédiatement où il voulait en venir. Un testament? Oui. Tavarius serra les poings, ses yeux brillant d'un éclat fébrile. Il a laissé un héritage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il avait certainement un appartement. Je me souviens d'un 3 pièces en centre-ville. Peut-être autre chose, peut-être des biens immobiliers, peut-être de l'argent sur des comptes. Je vais chez l'avocat demain pour tout savoir. Il commença à faire les 100 pas dans la pièce, se frottant les paumes comme un marchand qui venait de conclure une affaire lucrative. Enfin. Enfin, j'ai de la chance. Tu comprends, Kay? C'est le destin. C'est un signe d'en haut. Je t'ai dit que tout finirait par marcher pour moi. Qu'il fallait juste attendre. Casia resta là à le regarder. Quelque chose à l'intérieur d'elle se rétrécit et la piqua douloureusement. C'était ainsi qu'il réagissait à la mort de son grand-père, pas avec chagrin,
pas avec tristesse, mais avec joie à l'idée d'un potentiel gain. Son propre sang et sa propre chair venaient de mourir, et il célébrait l'argent. Peut-être devrions-nous d'abord organiser les funérailles, dit-elle doucement. Lui rendre un dernier hommage convenable. Tante Véris s'en chargera. Tavarius la repoussa d'un geste. Elle vivait près de lui à Indy. Ils ont parlé toute leur vie. Laissons-la s'en charger. Je dois m'occuper de l'héritage. L'avocat a dit que la lecture du testament est après-demain. Je dois être là à 11 heures du matin. Il était surexcité toute la soirée. Il ne pouvait pas rester immobile, faisant les 100 pas d'un coin à l'autre, appelant des amis, partageant la nouvelle. Il disait la même chose à tout le monde, grand-père est décédé, a laissé un testament. Je vais être riche. Le riz sur le feu a débordé. L'eau s'est évaporée et a commencé à brûler. Casia coupa le gaz, jeta le contenu de la casserole à la poubelle et alla simplement dans la chambre. Elle ne voulait pas dîner. Elle avait une boule dans la gorge et sa poitrine était lourde et vide. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir longtemps. Elle resta allongée à regarder le plafond, écoutant Tavarius dans la pièce voisine, discutant avec enthousiasme au téléphone avec un autre ami, réfléchissant à la façon dont tout avait changé. Quand elle était tombée amoureuse de lui il y a 5 ans, il était différent, gentil, attentif, attentionné. Ils s'étaient rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami commun, et il semblait si sincère, si ouvert à l'époque. Ils sont sortis ensemble pendant 1 an, et ce fut l'année la plus heureuse de sa vie. Il lui apportait des fleurs sans raison, l'emmenait au cinéma, lui préparait le petit déjeuner. Ils rêvaient ensemble d'une famille, d'enfants, d'une maison qu'ils construiraient, puis ils ont emménagé ensemble, et c'est comme si quelque chose s'était cassé. Au début, c'était subtil, de petites choses, puis de plus en plus. Il devint plus froid. Elle devint plus silencieuse. Il devint plus exigeant. Elle devint plus soumise. Et maintenant, 5 ans plus tard, elle était allongée dans le noir, réalisant qu'elle ne savait même pas qui était cette personne à côté d'elle. Pendant les 2 jours suivants, Tavarius était sur les nerfs. Il calculait constamment des choses sur une calculatrice, cherchait les prix de l'immobilier à Indianapolis sur Google, regardait des annonces de copropriété, estimant combien un 3 pièces en centre-ville pourrait valoir. Il faisait des plans à voix haute. Je vais enfin acheter une vraie voiture. Pas cette poubelle. Je vais ouvrir un vrai bureau dans un emplacement de choix. Nous irons à l'océan. Non, mieux encore, en Europe. J'ai toujours voulu voir Paris. Tav, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Casia essaya de le ramener sur terre au dîner. Tu ne sais même pas encore exactement ce qu'il y a dans le testament. Je sais ce qu'il va y avoir, interrompit-il avec arrogance, agitant sa fourchette. Je suis le seul petit-fils. Grand-père n'a pas d'autre héritier direct. Tante Véris est la sœur de sa femme, même pas une parente de sang. Ça veut dire que tout me revient. C'est la seule logique. Il prit une gorgée de thé et la regarda avec un regard approbateur, le genre habituellement réservé à un objet que vous décidez de garder ou de jeter. Tu sais, Kay, peut-être qu'il est vraiment temps que tu penses à ton apparence, dit-il soudainement. Quand j'aurai cet argent, j'aurai besoin d'une femme qui corresponde au statut. Regarde-toi. Tu t'habilles comme si tu fouillais dans les bacs à rabais du magasin d'aubaine. Les cheveux ne sont pas faits. Pas de manucure. J'aurais honte de t'emmener dans un endroit décent. Casia sentit le sang lui monter aux joues. Ses mains commencèrent à trembler. Elle posa sa tasse sur la table, craignant de la laisser tomber. Je m'habille comme ça parce que nous n'avons pas assez d'argent, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. Je mets chaque centime dans nos factures et tes projets. Tu vois, tu recommences, grimaça Tavarius. Toujours avec les culpabilisations. Ce n'est pas de ma faute si tu ne sais pas comment gérer ton budget ou épargner. Les vraies femmes savent comment être belles et faire tourner la maison. Casia ouvrit la bouche pour argumenter, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Tavarius s'était déjà levé de table et avait quitté la cuisine, sans même débarrasser son assiette. Elle resta assise seule, fixant le thé inachevé et les restes du dîner, sentant quelque chose à l'intérieur d'elle se briser irrémédiablement. Elle alla jusqu'au miroir dans le couloir et se regarda longuement. En vérité, elle n'était pas belle à voir, un vieux pull avec des bouloches, un jean délavé qu'elle portait depuis 3 ans, des cheveux en désordre avec des repousses, un visage fatigué avec des cernes profonds sous les yeux. Mais était-ce de sa faute?
Elle travaillait à 2 emplois pour qu'il puisse jouer au businessman. Elle se privait de tout juste pour qu'il puisse survivre. Elle achetait les marques les moins chères, chipotait sur chaque centime, et c'était ainsi qu'il la remerciait, en lui disant qu'il avait honte d'elle, qu'elle ne correspondait pas à son statut. Kasia retourna lentement dans la cuisine et s'assit à la table. Ses mains tremblaient toujours. Elle se versa de l'eau de la carafe et prit quelques gorgées, essayant de se calmer. Elle devait se ressaisir. Peut-être que c'était juste le stress avant l'héritage. Peut-être que quand la poussière retomberait, quand l'euphorie passerait, Tavarius redeviendrait comme avant. Peut-être que cela pouvait encore être réparé. Mais au fond de son âme, elle connaissait déjà la vérité. Rien ne reviendrait. Le Tavarius dont elle était tombée amoureuse il y a 5 ans avait disparu, et peut-être qu'il n'avait jamais existé du tout. La matinée commença avec Tavarius faisant les 100 pas dans l'appartement comme un animal en cage. Il s'était réveillé avant Kasia, ce qui était un événement en soi. D'habitude, il dormait jusqu'à 10h ou même midi. Mais aujourd'hui, à 7h30 du matin, il était déjà debout devant le miroir, brossant méticuleusement ses vagues et examinant son t-shirt d'un œil critique. « Est-ce que ça va comme ça ?» demanda-t-il quand Kasia sortit de la chambre. « Dois-je porter une cravate ?»« Non, ça en fait trop. Ce n'est pas un entretien d'embauche. Bien que, c'est une réunion importante. Peut-être une cravate après tout. » Kasia le regarda. Il portait sa meilleure chemise, une chemise blanche et impeccable qu'ils avaient achetée il y a 2 ans pour une fête. Son pantalon était correct aussi, noir. Il avait fait briller ses chaussures de ville jusqu'à ce qu'elles scintillent. « C'est bien, dit-elle doucement. Tu es beau. »« Bien sûr que je suis beau, marmonna-t-il, se tournant de gauche à droite devant le miroir. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, je découvre combien j'ai. » Il ne prit pas de petit déjeuner, se contenta d'avaler du café, se brûlant la bouche. Il était nerveux, même s'il essayait de ne pas le montrer. Il jetait sans cesse des coups d'œil à sa montre, vérifiait son téléphone, puis regardait à nouveau sa montre. « À quelle heure dois-tu partir ?» demanda Kasia, se versant du thé. « À 11h, mais je pars tôt pour être sûr d'être à l'heure, probablement à 9h30 ou 10h, juste en cas de circulation. Veux-tu que je t'accompagne ?» proposa-t-elle prudemment. « Pour te soutenir. » Tavarius se retourna brusquement et la regarda comme si elle avait suggéré quelque chose d'obscène. « Pourquoi faire ?» rétorqua-t-il. « Ce sont les affaires de la famille Vance. Tu n'as rien à voir avec ça. » Kasia prit une gorgée de son thé, sentant le liquide chaud lui brûler la gorge. Les affaires de la famille. Cela voulait dire qu'elle ne faisait pas partie de la famille, même s'ils vivaient ensemble depuis 5 ans. D'accord, fut tout ce qu'elle dit. Ouais, d'accord. Tante Véris va être là avec tous ses sermons. Elle sait toujours comment gâcher l'ambiance. Je n'ai pas besoin de stress supplémentaire. Il vérifia le miroir une dernière fois, redressa sa chemise et attrapa sa veste. Je suis sorti. Je reviendrai quand je reviendrai. Il faudra peut-être revoir des documents avec l'avocat ce soir, et il partit sans même dire au revoir. La porte claqua et Kasia se retrouva seule dans l'appartement vide. Elle finit son thé froid, lava la tasse et se prépara pour le travail. La journée s'annonçait longue. À la clinique, le temps s'éternisait affreusement lentement. Kasia répondait aux appels mécaniquement, enregistrait les patients, mais son esprit était loin. Elle n'arrêtait pas de penser à ce qui se passait au cabinet de l'avocat, à ce qui allait se passer ensuite, à la façon dont leur vie changerait si Tavarius recevait réellement un important héritage. Rédé deviendrait-il gentil et attentionné? Ou se transformerait-il enfin en l'homme arrogant qu'elle avait vu ces derniers mois? Pendant sa pause déjeuner, elle essaya de l'appeler, mais il ne répondit pas. Elle envoya un texto, « Comment ça se passe ?» Il s'afficha comme lu, mais il n'y eut pas de réponse. Elle rentra chez elle vers 19h. Tavarius n'était pas là. L'appartement l'accueillit avec silence et vide. Kasia fit chauffer la soupe d'hier, mangea, fit la vaisselle, puis s'assit devant l'ordinateur. Le travail ne s'arrêtait pas. Elle devait terminer un rapport, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle n'arrêtait pas d'écouter les sons dans le couloir, attendant que la porte s'ouvre. Tavarius ne revint qu'à 21h30. Kasia entendit le clic de la serrure, l'entendit entrer dans le couloir. Elle se leva de l'ordinateur et alla à sa rencontre.
Alors, demanda-t-elle, essayant de lire quelque chose, n'importe quoi, sur son visage. Tavarius se tenait dans l'encadrement de la porte, un étrange sourire flottant sur ses lèvres. Pas joyeux, pas heureux, mais prédateur. Tout est excellent, dit-il en enlevant sa veste. Encore mieux que je ne le pensais. Kazuya fit un pas de plus. Que s'est-il passé? Un appartement. Tavarius entra dans le salon et s'affala sur le canapé, se penchant en arrière. 3 chambres, 110 mètres carrés, en plein centre-ville d'Indianapolis. Une propriété au bord du lac dans la banlieue, un compte bancaire, des actions dans une entreprise que grand-père a acheté Dieu sait quand. L'avocat dit, en tout et pour tout, ça fait environ 2 millions de dollars, peut-être plus. Il faut faire venir un estimateur pour tout chiffrer. Kazuya s'assit au bord du fauteuil. 2 millions de dollars. C'était une somme énorme, le genre qu'elle n'avait jamais même rêvé d'avoir. Seigneur, ayez pitié, exhala-t-elle. C'est toute une fortune, termina Tavarius pour elle. Je suis riche maintenant, qu'est. Enfin, c'est ça. Fini de vivre dans ce taudis. Fini de compter les centimes. Je vais acheter un condo de luxe, une Benz. Je vais lancer l'entreprise pour laquelle je n'ai jamais eu le capital. Tout change. Il disait le jeu, pas de nous. Kazuya le remarqua mais resta silencieuse. Quand pouvez-vous finaliser tout ça, demanda-t-elle. L'avocat a dit 1 semaine ou 2. Il faut rassembler quelques papiers, évaluer la propriété, mais ce sont des formalités. L'essentiel, c'est que l'argent est à moi. Il se leva du canapé et se dirigea vers la fenêtre. Il resta là à regarder la ville le soir, les lumières des maisons. Puis il se tourna et regarda Kazuya avec un long regard scrutateur. Tu sais, Kay, j'ai beaucoup de choses à penser ce soir, dit-il soudain, et sa voix avait un étrange tranchant froid. Alors, je vais aller chez Dion, me détendre avec lui, en discuter. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. Mais Tav, ça y est. Je m'en vais. Et il partit, claquant à nouveau la porte. Kazuya resta assise dans le fauteuil, fixant l'espace vide où son mari venait de se tenir. Et à l'intérieur d'elle, une sensation froide et poisseuse d'angoisse commença à grandir. Pendant les 2 jours suivants, Tavarius se montra à peine à la maison. Il rentrait tard le soir quand Kazuya dormait déjà, partait tôt le matin. Ils se parlaient à peine. Il était plongé dans ses pensées, dans ses projets, et il semblait qu'il n'y avait pas de place pour elle dans ses projets. Et puis, la chose qu'elle attendait le moins arriva. C'était dimanche vers midi. Kazuya était assise dans la cuisine avec une tasse de café, lisant les nouvelles sur son téléphone. Tavarius était à la maison, mais il s'était enfermé dans la chambre depuis le matin, faisant quelque chose sur l'ordinateur. Soudain, il sortit, la détermination inscrite sur son visage. Kazuya, il faut qu'on parle, dit-il, et son ton glaça Kazuya à l'intérieur. De quoi, demanda-t-elle, reposant lentement son téléphone. Tavarius entra dans la cuisine, prit un verre dans le placard, se versa de l'eau, la but d'une seule traite, puis se tourna vers elle et dit, j'ai réfléchi à beaucoup de choses ces derniers jours, et j'ai réalisé une chose. Toi et moi, on est coincés. Tu sais, on patauge depuis des années, et je ne veux plus vivre comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Kazuya se leva de la table, sentant son cœur battre plus vite. Je veux dire que j'ai besoin d'avancer, de commencer une nouvelle vie, et toi? Tu es une encre, Kay. Tu me tires vers le fond. Tavarius, qu'est-ce que tu dis? Sa voix tremblait. Je dis qu'il faut qu'on se sépare. Je veux divorcer. Les mots restèrent suspendus dans l'air, et Kazuya n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait entendu. Divorcer. Il veut divorcer maintenant, juste au moment où il a touché l'argent. Tu es sérieux, réussit-elle à articuler. Très sérieux, répondit froidement Tavarius. J'ai tout réfléchi. C'est la meilleure décision pour nous deux. Tu trouveras quelqu'un qui te convient, et je commencerai une nouvelle vie. On a vécu ensemble pendant 5 ans, murmura Kazuya, sentant ses jambes faiblir. 5 ans, Tavarius. Je t'ai soutenu tout ce temps. J'ai travaillé à 2 emplois pour que tu puisses poursuivre tes projets. Et je t'en suis reconnaissant, interrompit-il indifféremment. Vraiment? Mais la gratitude n'est pas de l'amour. Et l'amour a quitté les lieux il y a longtemps. Soyons réalistes. Comment peux-tu dire ça?
Je dis la vérité. On s'est habitué l'un à l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester ensemble pour toujours. Les gens changent. J'ai changé, et j'ai besoin d'autre chose. Kasia se rassit sur la chaise. Ses jambes ne la soutenaient plus. Il y avait un brouillard dans sa tête et une douleur dans sa poitrine si vive qu'elle pensait que son cœur allait éclater. Tu as attendu d'avoir l'argent, dit-elle doucement, fixant le sol. C'est pour ça que tu n'as rien dit avant. Tu as attendu. Tavarius resta silencieux. Et ce silence était plus fort que n'importe quel mot. J'ai fait tes affaires, dit-il enfin. Elles sont dans le couloir. Une valise et 2 sacs. Tout y est. Les vêtements, le maquillage, les livres. Tu pourras récupérer le reste plus tard quand tu veux. Kasia leva la tête et le regarda. Il se tenait les bras croisés, la regardant de haut. Et dans ce regard, il n'y avait ni regret, ni culpabilité, seulement une froide indifférence calme. Tu me mets dehors, demanda-t-elle, sa voix sonnant étrangère et brisée. Tout de suite. Le plus tôt sera le mieux, répondit-il. Pas besoin de traîner les adieux. Ça ne fait que rendre les choses plus difficiles. Elle se leva sur des jambes tremblantes et se dirigea lentement vers le couloir. Effectivement, là se trouvaient sa valise et 2 sacs de voyage. Il avait vraiment fait ses affaires. Pendant qu'elle était au travail hier, il avait méthodiquement plié ses vêtements, ses affaires personnelles, se préparant à la mettre à la rue. J'ai préparé les papiers du divorce, dit Tavarius, la suivant dans le couloir. Il prit des papiers sur la table d'appoint et les lui tendit. C'est simple. Pas de revendication de biens, consentement mutuel. Tu as juste besoin de signer. Je déposerai moi-même le dossier au greffe du comté. Dans 1 mois, ce sera finalisé. Kasia prit les papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux scannèrent les lignes, mais elle ne parvenait pas à se concentrer, à lire. Les lettres se brouillaient. Je n'ai plus besoin de toi, dit Tavarius, et des notes moqueuses se glissèrent dans sa voix. Je suis riche maintenant. Tu comprends? Je vais avoir une nouvelle vie, belle, réussie, et toi? Tu restes dans ta médiocrité, dans ta pauvreté. Ça te va bien. Il gloussa en regardant son visage pâle. Tu pensais que j'allais rester avec toi? Vraiment? Tu pensais que j'aurais envie de te traîner vers le sommet avec moi? Regarde-toi. Tu es une simple Jane, Kasia. Tu n'es personne, et tu ne seras jamais le genre de femme dont un homme qui réussit a besoin. Chaque mot était comme un coup. Kasia resta debout et écouta l'homme qu'elle aimait, à qui elle avait donné 5 ans de sa vie, la piétiner, l'humilier, la détruire. Et quant à tes sacrifices, continua Tavarius, faisant des guillemets avec ses doigts, c'était ton choix. Personne ne t'a forcé à te tuer à la tâche à 2 emplois. Tu as décidé ça toi-même, alors ne viens pas te plaindre maintenant. Kasia le regarda longuement, et soudain quelque chose se brisa à l'intérieur. La douleur ne disparut pas, mais quelque chose d'autre s'installa par-dessus, une dignité froide et dure. Où est-ce que je signe? Demanda-t-elle d'une voix ferme. Tavarius parut confus pendant un instant. Évidemment, il s'attendait à des larmes, des supplications, de l'hystérie. Mais Kasia se tenait calmement, le dos droit, le regardant d'un air impassible. Juste ici, il pointa du doigt une ligne au bas de la page. Et ici sur la 2e page. Kasia prit le stylo qu'il lui offrait et, d'une main ferme, signa son nom. 1 fois, 2 fois, c'est fini. 5 années de vie rayées de 2 coups de stylo. Bien, dit Tavarius en reprenant les documents. Excellent. Rapide et sans drame. J'ai toujours su que tu étais une femme intelligente. Il plia les papiers, les mit dans un dossier, puis se tourna vers la porte et l'ouvrit en grand. Eh bien, bonne vie, lança-t-il avec un sourire narquois. Ou, comme on dit, bonne chance pour trouver un nouveau pigeon pour s'occuper de toi. Kasia ramassa silencieusement la valise et un sac. Ils étaient lourds, mais elle ne broncha même pas. Elle franchit le seuil, puis revint chercher le 2e sac. Tavarius se tenait dans l'encadrement de la porte, appuyé contre le montant, la regardant avec ce sourire méchant et satisfait de lui-même. Tu sais quoi, Kay, dit-il quand elle attrapa le 2e sac. J'ai presque pitié de toi. Tu es une femme convenable, vraiment, juste pas à mon niveau. Tu vois ce que je veux dire? Je joue dans la cour des grands maintenant. Kasia s'arrêta sur le seuil, tourna la tête et le regarda. Elle regarda cet homme qu'elle avait autrefois aimé pour la dernière fois,
et réalisa qu'il ne restait plus rien. Pas d'amour, pas même de haine, juste du vide. Au revoir, Tavarius, dit-elle doucement et fermement, et sortit sans se retourner. Derrière elle, la porte claqua, et elle entendit son rire, un rire méchant et triomphant. Il riait dans son dos, savourant sa victoire. Casia descendit les escaliers en portant les sacs lourds, et sortit dans la rue. C'était une belle journée de printemps. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. La vie continuait malgré tout. Et elle se tenait au milieu de cette vie avec 2 sacs et une valise, sans domicile, sans mari, avec le cœur brisé, mais la tête haute. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de sa meilleure amie, Tasha. « Tasha, c'est moi, dit-elle quand son amie répondit. « Est-ce que je peux venir chez toi? J'ai besoin d'un endroit où dormir pendant quelques jours. » J'ai quitté Tavarius. Sa voix se brisa finalement sur les derniers mots, mais elle se reprit. Ce n'était pas le moment de s'effondrer. Plus tard, il y aurait des larmes. Plus tard, il y aurait de la douleur. Tout de suite, elle avait juste besoin d'aller chez Tasha, dans un endroit sur où elle pourrait respirer et décider de ce qu'elle allait faire ensuite. Ma fille, bien sûr. Viens, la voix inquiète de Tasha sortit du combiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me raconteras quand tu seras là. Je t'attends. Casia appela un lift, mit ses sacs dans le coffre, et s'assit sur la banquette arrière. Et quand la voiture démarra, quand les rues familières commencèrent à défiler à l'extérieur de la fenêtre, elle s'autorisa à fermer les yeux. Ce n'est qu'alors, dans l'obscurité derrière ses paupières closes, que les premières larmes coulèrent. Tasha l'attendait à la porte de son appartement d'une pièce avec du thé chaud et une étreinte chaleureuse. Elle ne posa pas de questions inutiles, aida juste à rentrer les affaires, la fit asseoir sur le canapé et lui fourra une tasse dans les mains. Bois. Tu me raconteras plus tard, dit-elle en s'asseyant à côté d'elle. Casia lui raconta tout sur l'héritage, sur les derniers mois, sur la façon dont Tavarius l'avait mise dehors aujourd'hui, en riant dans son dos. Elle parla doucement, sans larmes, car les larmes s'étaient épuisées dans le lift. Il ne restait qu'un vide creux à l'intérieur. Quel salaud, siffla Tasha quand Casia eut fini. Quel chien absolu, qu'est. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui, mais tu l'aimais, alors je me suis tue. Je l'aimais, répondit doucement Casia. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Les premiers jours, elle se contenta d'exister. Elle dormait sur le canapé-lit, allait au travail, revenait, mangeait quelque chose, se rendormait mécaniquement sans penser. Tasha essayait de la faire parler, de la distraire, mais Casia ne faisait que secouer la tête et se replier sur elle-même. Son téléphone restait silencieux. Tavarius n'appelait pas, n'envoyait pas de messages, comme si elle n'avait jamais existé dans sa vie. Puis, le 4e jour, un numéro inconnu appela. Casia Vance, demanda une voix masculine lorsqu'elle répondit. Elle avait pris son nom de famille. Oui, c'est moi. Ici le cabinet d'avocat Hightower. Je suis l'avocate de Sterling. Je représente la succession de feu Eustace Vance. Je dois vous rencontrer concernant l'affaire de l'héritage. Casia était confuse. Mais je ne suis pas une parente, dit-elle. C'est le grand-père de mon ex-mari. Nous sommes divorcés. Eh bien, les documents sont en cours de traitement. C'est précisément pourquoi je dois vous rencontrer d'urgence. Il y avait une certaine urgence dans la voix de l'homme. C'est très important. Pouvez-vous venir aujourd'hui, disons vers 15 heures? Casia regarda sa montre. Il était 11 heures du matin. Elle se préparait juste à aller au travail. Je peux venir à 18 heures après le travail, dit-elle. Excellent. Nous vous attendrons à 18 heures. Connaissez-vous l'adresse? 1200 South Michigan Avenue, suite 305. D'accord, j'y serai. Toute la journée, Casia pensa à cet appel. Pourquoi devait-elle aller chez l'avocat? Qu'est-ce qui pouvait bien l'impliquer dans l'héritage du grand-père de Tavarius? Elle connaissait à peine le vieil homme, ne l'avait vu que 2 fois. À 18h15, elle se tenait devant la porte du bureau, hésita, prit une profonde inspiration et entra. Dans la zone d'accueil, une femme d'âge moyen vêtue d'un tailleur strict était assise à un bureau. Bonsoir. Je suis Casia Vance. J'ai été appelé. Entrez. Ils vous attendent. La femme fit un signe de tête vers la porte du bureau. Casia entra.
À un grand bureau était assis un homme dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et un regard attentif. Et sur une chaise près de la fenêtre était assise une dame âgée vêtue d'une robe noire et d'un chapeau d'église. Casia la reconnut. C'était Tante Véris, la sœur de l'épouse dont Avarius avait parlé. Et debout à côté d'elle contre le mur se trouvait Avarius lui-même. Il avait l'air pâle, ses yeux se baladaient entre l'avocat et Casia. Quand elle entra, il tressaillit comme s'il voulait dire quelque chose, mais resta silencieux. « Mademoiselle Vance, veuillez vous asseoir, dit l'avocat en désignant la chaise en face de lui. Elle s'assit, posant son sac à main sur ses genoux. Son cœur battait quelque part dans sa gorge. « Je m'appelle Tadeu Sterling. Je m'occupe de la succession de Stas Vance, commença l'avocat. J'avais besoin de vous trouver d'urgence parce qu'une situation délicate s'est présentée. » Il ouvrit un dossier sur le bureau et en sortit plusieurs feuilles de papier. Le fait est que le testament du défunt contenait une condition dont j'ai informé l'héritier en termes généraux lors de notre première rencontre, mais il est maintenant nécessaire de la lire intégralement en présence de toutes les parties intéressées. Avarius serra les poings. Casia le vit dans sa vision périphérique mais essaya de ne regarder que l'avocat. « Je vais vous lire le texte intégral de la clause d'héritage, continua l'avocat Sterling en mettant ses lunettes. Je cite, « Tous mes biens, y compris l'appartement au 8 Central Street, la propriété au bord du lac dans la campagne de l'Indiana, les fonds sur les comptes bancaires de Chase, ainsi que le portefeuille d'actions. Je les lègue à mon petit-fils, Avarius Vladimir Vance. Cependant, il ne pourra recevoir cet héritage qu'à la condition suivante, au moment de réclamer l'héritage, Avarius Vance doit être légalement marié à son épouse actuelle, Casia Vance, de manière continue pendant une période d'au moins 1 an à compter du moment de mon décès. » L'avocat fit une pause et regarda Avarius par-dessus ses lunettes. De plus, dans le cas où le mariage serait dissous avant l'expiration de la dite période, ou si, au moment de mon décès, Avarius Vance n'est pas marié à Casia Vance, tous les biens susmentionnés seront transférés intégralement à Casia Vance en tant que personne qui a fait preuve d'une véritable noblesse et dignité. Le silence plana dans le bureau. Casia ne comprit pas immédiatement ce qu'elle avait entendu. Les mots arrivaient lentement, comme à travers du coton. L'héritage lui revient si le mariage est dissous, et ils avaient déjà signé les papiers du divorce. C'est impossible, réussit à articuler Avarius en s'approchant du bureau. Ce n'est pas possible. Grand-père n'aurait pas pu écrire ça. Le testament a été rédigé il y a 2 ans, répondit calmement l'avocat. Notarié correctement, signé en présence de témoins. C'est tout à fait légal. Mais pourquoi? Avarius se prit la tête. Pourquoi a-t-il fait ça? Je suis son petit-fils, son seul petit-fils. Tante Véris se leva lourdement de sa chaise et regarda Avarius avec tristesse. Parce que Stas a vu clair en toi, dit-elle doucement mais fermement. Il y a 2 ans, lorsqu'il est venu vous rendre visite à Chicago pour la dernière fois, il est resté avec vous pendant quelques jours. Tu te souviens? Avarius resta silencieux, son visage devenant blanc. Il a vu comment tu traites Casia, continua la vieille dame. Comment tu la commandes, comment tu profites du fait qu'elle travaille à 2 emplois. Il a vu que c'est une bonne femme, et que tu es égoïste et grossier. Et c'est là qu'il a décidé de changer le testament, reprit l'avocat. Il est venu à mon bureau. Il a dit qu'il voulait protéger une personne convenable, que si vous restiez mariés pendant au moins 1 an après sa mort, cela signifiait que vous aviez besoin l'un de l'autre après tout, et que l'héritage vous reviendrait. Mais si vous divorciez, cela signifiait que Casia méritait une compensation pour toutes les années où elle a enduré votre relation. Avarius s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage avec ses mains. Quand avez-vous demandé le divorce, demanda l'avocat, feuilletant des papiers. J'ai déposé la demande avant-hier, répondit d'une voix creuse Avarius. Procédure accélérée. J'ai payé un supplément pour que ce soit fait rapidement, et le divorce est déjà enregistré. L'avocat hocha la tête. Hier à 15 heures. Voici le cachet dans la base de données, la condition du testament a donc été violée. Le mariage a été dissous moins d'1 an après le décès du testateur. Par conséquent, selon le testament, tous les biens sont transférés à Casia Vance. Casia resta immobile, la tête qui tournait. C'était irréel. 2 millions de dollars. Le condo, la maison au bord du lac, tout était à elle maintenant. Pas à Avarius, qui l'avait jeté dehors en riant. À elle? Non, râla Avarius en se relevant. Non, c'est à moi. C'est mon héritage. Je suis le petit-fils.
J'en ai le droit. Vous en aviez le droit, corrigea l'avocat. Jusqu'au moment où vous avez divorcé de votre femme. Maintenant, le droit lui a été transmis. C'est la volonté du défunt, et elle est exécutée conformément à la loi. Tavarius se retourna pour faire face à Casia, ses yeux brûlant d'un éclat fiévreux. Kay, murmura-t-il en faisant un pas vers elle. Kay, écoute. Tout ça, c'est une erreur, une stupidité. Je ne pensais pas ce que j'ai dit à l'époque. J'étais juste stressé, tu sais, à cause de toute cette histoire d'héritage. Je ne le pensais pas vraiment. Casia le regarda silencieusement. On peut tout arranger, continua-t-il en tombant à genoux juste devant elle, en plein milieu du bureau. On peut se remarier. Le divorce n'a été prononcé qu'hier. On peut l'annuler, n'est-ce pas? Il se tourna vers l'avocat. On peut déposer une motion, retirer le divorce. Vous ne pouvez pas retirer le divorce, répondit sèchement l'avocat. Mais vous pouvez contracter un nouveau mariage. Cependant, ce ne sera plus le mariage mentionné dans le testament. La condition de relation conjugale continue a été violée. Alors on se remariera quand même. Tavarius prit les mains de Casia. Ses paumes étaient moites, collantes. Tu m'entends, Kay? On va se marier. Tout sera comme avant. Encore mieux. Je vais changer. Je te jure que je serai différent. Je t'aimerai. Je prendrai soin de toi. Casia retira silencieusement ses mains. Kay, s'il te plaît. Sa voix tremblait. Ne fais pas ça. Ne détruis pas ma vie. Grand-père voulait qu'on soit ensemble. Tu vois, il voulait nous tester, et on a réussi le test. On ne le savait juste pas. Tu as échoué au test, dit doucement Casia en le regardant dans les yeux. Tu m'as mise dehors. Tu t'es moqué de moi. Tu as dit que j'étais une simple Jane qui n'était pas digne de toi. Je ne le pensais pas, s'exclama-t-il. J'étais un idiot. Pardonne-moi. Je suis à genoux, je te supplie. Pardonne-moi. Casia se leva. Tavarius resta à genoux, la regardant. Il y avait de la panique dans ses yeux, du désespoir, mais pas de repentance. Aucune honte pour ce qu'il avait fait, seulement la peur de perdre l'argent. Relève-toi, Tavarius, dit-elle calmement. Ne t'humilie pas. Je ferai n'importe quoi. Il serra le bas de son manteau. Tout ce que tu diras, nous nous marierons, et je te donnerai la moitié de l'héritage. Non, plus de la moitié. Tu auras 60%. 70, Kay, s'il te plaît. Elle retira doucement ses mains et recula. Je ne veux pas t'épouser, dit-elle calmement mais fermement. Pas pour tout l'argent du monde. Non, Tavarius. Tu as tué tout ce qu'il y avait entre nous. Tu l'as tué avec tes mots, avec tes rires quand tu m'as jeté dehors. Et je ne veux pas revenir à cette vie. Pour rien au monde. Elle se tourna vers l'avocat. Que dois-je faire pour réclamer l'héritage? L'avocat Sterling acquiesça avec respect. Vous devrez venir quelquefois, signer des documents, traiter le certificat de droits successoraux. Je vous expliquerai tout. Nous pouvons commencer tout de suite si vous le souhaitez. Je le souhaite, dit Casia. Kay, attends. Tavarius se leva d'un bond. Tu ne peux pas tout prendre. C'est à moi, mon héritage. Je vais poursuivre. Je trouverai un moyen de contester le testament. Vous pouvez essayer, dit l'avocat, mais le testament est rédigé de manière compétente. Toutes les formalités sont respectées. Le défunt était sain d'esprit et de mémoire, confirmé par des dossiers médicaux. Le tribunal ne prendra pas votre parti. Je ne laisserai pas les choses en rester là, cria Tavarius. J'obtiendrai justice. La justice a déjà été rendue, dit Tante Véris calmement, en s'approchant de Casia. Elle lui prit la main et la serra. Eustace était un homme sage. Il savait ce qu'il faisait. Ma chère, je suis heureuse que cela se soit passé ainsi. Tu es une bonne personne, et tu mérites cet héritage plus que quiconque. Des larmes montèrent aux yeux de Casia, pour la première fois depuis des jours. Non pas de douleur, mais de gratitude, de soulagement. Merci, murmura-t-elle. Tavarius se tenait au milieu du bureau, pâle avec des yeux vitreux. Tout s'est effondré en une seule seconde. 2 millions de dollars, la nouvelle vie, tous ses plans, tout s'est transformé en poussière, et il n'avait que lui-même à blâmer.
Vous pouvez partir, monsieur Vance, dit l'avocat. Votre présence n'est plus requise. Mademoiselle Vance restera. Nous devons discuter des détails. Tavarius ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il resta là pendant quelques secondes, puis se retourna et sortit du bureau. La porte se referma derrière lui avec un clic discret. Kazuya expira. Ce n'est que maintenant qu'elle réalisa qu'elle n'avait pas respiré pendant tout ce temps. Ses jambes fléchirent, et elle se laissa retomber sur la chaise. « Ça va ?» demanda l'avocat, inquiet. « De l'eau ? » ?»« Non, merci. »« C'est juste. C'est tellement inattendu. »« Je comprends. Mais croyez-moi, Eustace a fait le bon choix. Il a beaucoup parlé de vous lorsqu'il rédigeait le testament. Il a dit que vous étiez la seule personne dans le cercle de son petit-fils digne de respect. » Kazuya acquiesça, ne sachant pas quoi dire. Tante Véris s'assit à côté d'elle et lui entoura les épaules de son bras. « Tiens bon, ma puce, murmura-t-elle. Le pire est passé. Maintenant, une nouvelle vie commence. » Oui, pensa Kazuya. Une nouvelle vie sans Tavarius, sans humiliation, sans compter chaque centime, avec 2 millions de dollars qu'elle ne pouvait même pas imaginer. C'était comme un rêve. Effrayant et magnifique à la fois. Kazuya quitta le cabinet d'avocat au crépuscule. Dans ses mains, un dossier avec des documents. Dans sa tête, un brouillard, mais dans sa poitrine, une étrange sensation d'apesanteur, comme si elle flottait au-dessus du sol. Tout ce qui s'était passé semblait irréel, comme si quelqu'un d'autre avait reçu cet héritage. Elle ne faisait qu'observer de loin. Elle sortit son téléphone et appela Tasha. « Tasha, tu ne vas pas le croire, dit-elle quand son amie répondit. Je suis devenue l'héritière. Tous mes revenus. 2 millions de dollars. » Un silence plana à l'autre bout du fil. Puis un cri retentit. « Quoi ? Kazuya, tu es sérieuse ? » Comment ? Kazuya expliqua en chemin, alors qu'elle marchait vers la station de métro le testament, la condition, comment Tavarius s'était mis à genoux et l'avait supplié de revenir. Elle parlait et ne croyait pas ses propres mots. C'est tout simplement incroyable. Tasha expira. Qu'est, tu comprends ce que cela signifie ? Tu es libre. Tu es riche. Tu peux faire ce que tu veux. Je ne l'ai pas encore réalisé, admit Kazuya, en descendant dans le métro. C'est comme un rêve. Les jours suivants passèrent comme un éclair. Voyage chez l'avocat, signature de documents, réunion avec des évaluateurs immobiliers, ouverture de compte bancaire. Tante Véris l'aida à tout, et expliqua ce qui était quoi, la soutint. Il s'avéra qu'elle connaissait les plans d'Eustace depuis le début. Il me l'a dit quand il écrivait le testament, dit la vieille femme, assise avec Kazuya dans un café de Soul Food après une autre visite chez l'avocat. Il a dit, Vernice, j'ai vu comment ce garçon traite sa femme. Il est égoïste et un chien. S'il ne change pas dans un an, qu'elle obtienne au moins une compensation pour toutes ces années. Eustace était un homme juste. Il ne supportait pas l'injustice. Kazuya écouta et ressentit de la gratitude envers le vieil homme qu'elle connaissait à peine. Il la protégea même après sa mort. Lui donna une chance de recommencer. Mais Tavarius n'abandonna pas. Il appela tous les jours. D'abord, il supplia, puis il menaça, puis il supplia à nouveau. Il vint à l'immeuble de Tasha, espionna son lieu de travail. Kazuya ne lui parla pas, passa devant lui, mais il la rattrapait, lui attrapait le bras. « Qu'est, tu ne peux pas me faire ça » cria-t-il au milieu de la rue, ignorant les passants. Nous avons vécu ensemble pendant 5 ans. 5 ans. Cela ne signifie rien ? Cela ne signifiait rien pour toi. Kazuya répondit calmement, en libérant sa main. Tu l'as prouvé toi-même quand tu m'as mise à la porte. J'ai expliqué que je n'étais pas moi-même. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Mais elle passa devant encore, et chaque fois, cela devint plus facile. La douleur s'estompa, disparut, se transforma en indifférence. Un soir, il se présenta à la porte de Tasha. Kazuya ouvrit et le vit hagard dans une chemise froissée avec des yeux bouffis. Il se tenait avec un bouquet de roses fanées dans ses mains. « Je dors ici sur les escaliers tous les soirs, dit-il d'une voix rauque, à t'attendre, Kay. S'il te plaît, je ne peux pas être sans toi. Reviens. Nous nous marierons. Je te donnerai tout l'héritage si tu veux.
Chaque centime, sois juste avec moi. Casia le regarda pendant un long moment et réalisa qu'il ne restait plus rien. Pas de pitié, pas de sympathie. Cet homme était un étranger pour elle. Tavarius, tu ne comprends pas, dit-elle calmement. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit du fait que tu as montré ton vrai visage. Tu m'as humilié, jeté comme une ordure, et je ne veux pas être avec un homme capable de cela. Plus jamais. Mais les gens font des erreurs, plaida-t-il. J'ai fait une erreur. Je l'admets. Mais nous pouvons recommencer. Non, nous ne pouvons pas. Au revoir, Tavarius. Elle ferma la porte. Derrière elle, elle entendit des coups, puis des sanglots. Tasha regarda son amie avec admiration. « Kay, tu as bien fait, dit-elle. Je suis fier de toi. » Casia s'appuya contre la porte et ferma les yeux. Oui, elle avait fait ce qu'il fallait. Elle le savait de tout son cœur. Une semaine plus tard, les documents d'héritage furent finalisés. Casia devint propriétaire du condo du centre-ville, de la maison au bord du lac, des comptes bancaires et du portefeuille d'actions, qui, selon les spécialistes, valait plus qu'initialement prévu, portant la valeur totale à environ 2,5 millions de dollars. Elle était assise dans son nouvel appartement, immense, lumineux, avec de hauts plafonds et des fenêtres donnant sur la cour, et n'arrivait pas à croire que c'était sa maison maintenant. Les meubles étaient anciens, mais de haute qualité. Des peintures étaient accrochées au mur, des livres étaient posés sur les étagères. Grand-père Eustace avait vécu une longue vie ici, et dans chaque coin, elle ressentait son aura, calme, sage. Casia se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville bourdonnait en bas, les gens se précipitant quelque part, les voitures roulant. Elle se tenait ici dans cet appartement et pour la première fois depuis des années, se sentit libre, vraiment libre. Elle appela la clinique et posa sa démission. Elle quitta également le deuxième emploi de comptable. Plus d'esclavage pendant 14 heures par jour. Plus de parcimonie. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Tasha quand elles se rencontrèrent pour déjeuner. « Je ne sais pas » admit Kazuya, en remuant son thé glacé. « Je veux vivre pour moi. Peut-être apprendre quelque chose de nouveau. J'ai toujours voulu apprendre le français correctement, et je veux voyager, voir le monde. » « Tu le mérites » sourit Tasha. « Après tout ce que tu as traversé. » Kazuya s'inscrivit à des cours de français, puis à des cours de peinture. Elle aimait dessiner quand elle était enfant, mais ensuite la vie s'en est mêlée. Maintenant, elle avait du temps pour tout. Elle acheta des vêtements qu'elle aimait, alla dans des salons de beauté, chez le coiffeur. Progressivement, jour après jour, elle revint à elle-même, à cette Casia qu'elle avait enfouie sous le poids de la fatigue et de l'humiliation. Un mois plus tard, tante Véris l'invita à prendre le thé. Elles étaient assises dans la cuisine de l'appartement de la vieille dame, et Casia parla de ses plans. « Et je veux aussi me lancer dans la philanthropie, dit-elle. Aider les gens qui sont tombés dans des moments difficiles comme moi. Les sœurs qui ont été laissées sans soutien. » Eustace approuverait. Tante Vernice sourit, versant le thé dans les tasses. Il a toujours dit que l'argent devait apporter de la valeur, pas seulement traîner comme un poids mort. Tu sais, Tavarius a essayé de contester le testament. Kazuya demanda, j'ai entendu dire. Mais comme l'avocat l'avait prédit, le juge a rejeté l'affaire. Le testament était hermétique. Aucun motif de contestation. Kazuya acquiesça. Elle ne ressentait aucune jubilation, aucune satisfaction de cette nouvelle. Juste l'accepta comme un fait. Comment va-t-il maintenant ? Demanda-t-elle, surprise de sa propre curiosité. Mal, soupira tante Vernise. Ruiné, sans abri. Il louait cet appartement de 2 chambres dans lequel vous viviez, d'après ce que j'ai compris. Il vit sur le canapé de Dion maintenant, essayant de trouver un emploi, mais personne ne l'embauche, pas de véritable expérience, et son ego est trop grand pour un poste de débutant. La rumeur dit qu'il s'est lié à une fille, mais elle l'a quitté rapidement quand elle a réalisé qu'il n'avait pas un sou. Kazuya termina son thé. Elle n'avait pas pitié de Tavarius. Il a eu ce qu'il méritait. Le temps passa. Casia alla en Italie, sa première fois à l'étranger. Elle se tenait sur un pont à Venise et pleura de bonheur, de la beauté, du fait qu'elle était là, qu'elle était libre, que toute sa vie était devant elle. Elle apprit à peindre, et il s'avéra qu'elle était plutôt douée pour ça. Elle ouvrit une petite fondation caritative qui aidait les femmes en situation de crise, payant des avocats pendant les divorces, aidant au logement, à la recherche d'emploi.
Tu as changé, dit Tasha alors qu'elle marchait à travers Grand Park par une chaude journée d'automne. Tu as l'air plus jeune. Je me sens renaître, admit Kazaya. Comme si j'avais vécu toute ma vie dans un cachot, et maintenant je suis entré dans la lumière. Et c'était vrai. Elle s'épanouit, se coupa les cheveux dans un style chic, les colora, perdit du poids, non pas à cause de régime, mais simplement parce qu'elle avait cessé de manger à cause du stress. Elle commença à sourire, à rire, à vivre. Et puis, 6 mois après ce jour mémorable au cabinet d'avocat, une rencontre se produisit. Kazaya était dans un café, le même où elle et Tasha s'asseyaient souvent. Elle commanda un cappuccino et un croissant, s'assit près de la fenêtre en lisant un livre. Soudain, la porte s'ouvrit et Tavarius entra. Il la vit immédiatement et se figea dans l'encadrement de la porte. Elle leva les yeux de son livre et croisa son regard. Il avait vieilli, avait l'air émacié, avait perdu du poids. Il portait une veste bon marché, un jean délavé, des cheveux non lavés, de la barbe sur le visage. À côté de lui se trouvait une fille, jeune, peut-être 23 ans, pas plus, une perruque blonde décolorée, un maquillage lourd. Elle lui disait quelque chose d'un ton irrité. « Combien de temps encore, T ? Tu as promis de m'emmener dans un vrai restaurant, et tu m'amènes à cet endroit. Tu as même de l'argent ? Je l'ai, Candy. Je l'ai, marmonna Tavarius, ne quittant pas Kazia des yeux. Juste. Juste un peu serré en ce moment. Plus tard, plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, souffla la fille. Tout ce que tu fais, c'est promettre. Si j'avais su que tu étais un clochard, je ne t'aurais même pas regardé. Ils se dirigèrent vers le comptoir. Tavarius commanda 2 cafés, ses mains tremblant alors qu'il fouillait sa poche pour trouver de la monnaie, la comptant. La fille le regarda avec mépris. Kazaya observa cette scène sans aucune émotion. Le voilà, l'homme qui se moquait autrefois d'elle, la traitait de Jane ordinaire, disait qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Maintenant, il était devenu exactement ce qu'il pensait qu'elle était, un moins que rien. Et la fille à côté de lui le regardait exactement comme il regardait Kazaya il y a 6 mois. Tavarius prit les cafés et se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. Il fit un pas vers elle, mais Kazia détourna le regard et retourna à son livre, continuant juste à lire comme s'il n'était pas là. « Tav, pourquoi tu restes là ?» appela la fille. « Asseyons-nous. » Il resta encore une seconde, puis se tourna et la suivit à une table dans le coin. Kazaya vit dans sa vision périphérique comment ils s'assirent, comment la fille continua à se plaindre de quelque chose, comment Tavarius était assis voûté, regardant dans sa tasse. Kazia termina son café, termina son croissant, laissa un généreux pourboire, attrapa son sac à main et sortit du café. Elle ne regarda pas en arrière, ne s'approcha pas, passa juste devant comme on passe devant un étranger. Il faisait beau et chaud dehors, l'été indien. Kazaya s'arrêta sur le trottoir, leva son visage vers le soleil et sourit. Son téléphone sonna dans sa poche. C'était Tante Vernise, l'invitant à la maison au bord du lac, disant que les pommes étaient mûres et qu'il était temps de récolter. « Bien sûr, je viendrai, dit Kazaya, ce week-end. » Elle descendit la ruée, pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucune lourdeur dans sa poitrine. Pas de peur pour demain, pas de honte, pas de douleur. Il n'y avait que la vie, nouvelle, lumineuse, pleine de possibilités, et elle n'appartenait qu'à elle. Elle passa devant la vitrine d'une agence de voyage et s'arrêta. Des photos étaient accrochées sur le présentoir, Paris, Prague, Barcelone. Kazia réfléchit un instant. Peut-être était-il temps d'aller ailleurs. Paris, par exemple. Tavarius avait dit une fois qu'il voulait y aller quand il deviendrait riche. Mais il n'est pas devenu riche. Et elle, si. Elle sourit à son reflet dans la fenêtre. Non, pas Paris. Paris peut attendre. Pour l'instant, elle voulait juste vivre ici dans cette ville, profiter de chaque jour, peindre, apprendre, aider les gens grâce à sa fondation, être elle-même. Et ce qui s'est passé avec Tavarius ? C'était déjà une autre vie, la vie d'un étranger, le passé. Elle ferma cette porte et ne l'ouvrirait plus jamais. Jamais. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Tasha. Tasha, sortons ce soir. Peut-être le théâtre ou ce nouveau restaurant de soul food sur la promenade de la rivière. J'adorerais ça, se réjouit son ami. Tu as l'air particulièrement heureuse aujourd'hui. Juste de la bonne humeur, sourit Kazia.
Elle raccrocha et continua à descendre la rue ensoleillée, et sa poitrine se sentait légère, lumineuse, comme si elle volait, et non marchait, comme si le monde entier s'était ouvert devant elle, plein de couleurs et de possibilités. Et quelque part dans le café derrière elle était assise Avarius, regardant le fond d'une tasse de café vide, maudissant le jour où il a décidé que l'argent était plus important que l'amour, et la fierté plus précieuse que l'humanité. Mais ce n'était plus son affaire. C'était sa vie, son choix, ses conséquences. Et elle avait sa propre vie, enfin la sienne. Et c'était magnifique. Ce soir-là, Casia se tenait sur le balcon de son condo avec un verre de vin à la main. En bas, les lumières de la ville scintillaient. Quelque part, de la musique jouait. Les gens riaient. Elle regarda les étoiles et pensa à ce vieil homme qu'elle connaissait à peine, mais qui lui avait donné une seconde vie. « Merci, grand-père Eustace, murmura-t-elle dans la nuit. Merci de croire en moi. Merci pour la justice. Je ne vous laisserai pas tomber. Je vivrai cette vie avec dignité. » Le vent attrapa ces mots et les emporta quelque part dans l'obscurité. Et Casia termina son vin, rentra dans l'appartement et alla se coucher calmement, sans cauchemar, sans anxiété. Juste dormir, sachant que demain serait un nouveau jour. Et ce serait un bon jour parce que maintenant chaque jour était un bon jour parce qu'elle était libre. Enfin libre. Et c'était le vrai bonheur. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super thanks pour que je puisse continuer à apporter d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre gentil soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.